Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Céline Pina et Elodie Mielczarek. Une étude menée par Odoxa Sigus a sondé la tendance politique des citoyens ayant voté à gauche lors d'un premier tour de présidentiel depuis 1995. On y apprend que 55% des électeurs de gauche ne souhaitent plus voter pour cette frange politique pour lui préférer Emmanuel Macron à 24%. Plus surprenant, 20% seraient prêts à voter Marine Le Pen ou Éric Zemmour, 11 et 9% en avril prochain. Parmi ces électeurs, on retrouve notamment les ouvriers entre 50 et 64 ans, alors que 48% de cette frange de la population dit avoir déjà voté à gauche au premier tour d'une des dernières présidentielles. Ils ne sont aujourd'hui plus que 20% à envisager de le faire. D'où notre grand débat, la gauche peut-elle reconquérir les classes populaires ? Et vous dites non à 92,7% sur Twitter. Avec nous, Benjamin Lucas, coordinateur national de Génération. Bonsoir Benjamin Lucas. Bonsoir. Est-ce que vous comprenez ces électeurs de gauche qui ne veulent plus voter à gauche ? Bien sûr, je les comprends. Le terme a été galvaudé. Pendant 5 ans de François Hollande au pouvoir, on a eu la déchéance de nationalité, la loi travail, le pacte de responsabilité, un certain nombre de mesures qui n'étaient pas des mesures de gauche et qui auraient pu être menées par Nicolas Sarkozy dans un second quinquennat. Donc c'est normal qu'il y ait aujourd'hui la défiance vis-à-vis de la gauche, j'allais dire, traditionnelle. En revanche, je crois que les valeurs qui sont celles historiquement portées par la gauche et les écologistes, ont été, plébiscitées dans la crise. Les valeurs de solidarité, les valeurs de partage, les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité sont, à mon avis, au cœur des préoccupations des Françaises et des Français. Simplement, ils ou elles ne se disent plus de gauche, mais encore une fois, l'enjeu n'est, je pense, pas là. Il est pour le coup la bataille culturelle et la bataille des valeurs que nous devons mener. Philippe Bilger. Benjamin Lucas, pardon de vous proposer une réflexion de ma part naturellement réactionnaire. Mais, je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Non, mais sérieusement, est-ce que vous êtes persuadé qu'il y a eu un détachement de la classe populaire à l'égard de la gauche parce que celle-ci n'aurait pas parfaitement rempli le rôle traditionnel qu'on attend d'elle sur le plan social, sur le plan de la régression des inégalités, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt aujourd'hui, mais je le dis avec doute, bien sûr, le fait que la gauche n'aime pas ce qu'il peut y avoir dans le peuple d'aspiration régalienne, de volonté de justice, voire d'exigence de répression. Au fond, est-ce que ça n'est pas là-dessus que le hiatus se fait aujourd'hui ? Moi, si je peux vous répondre. Non, je pense oui, vous pouvez, c'est le but. C'est gentil. Non, mais je pense quand même que quand arrivé au pouvoir en 2012, la gauche, pour la première fois dans l'histoire, n'augmente pas les salaires et les petits salaires, ne partage pas le temps de travail, qu'elle va sur un certain nombre de sujets, je l'ai dit tout à l'heure, notamment au moment de la loi travail, briser ce qui est sa vocation historique, notamment de protection des salariés. C'est là, à mon avis, qu'il y a une vraie cassure. J'en veux pour preuve quelque chose de très factuel. En 2012, quand François Hollande arrive au pouvoir, la gauche dirige l'immense majorité des départements, presque toutes les régions. Elle est majoritaire au Sénat, largement majoritaire à l'Assemblée nationale et dans les grandes villes du pays. Regardez ce qu'il en est à l'issue de son quinquennat, et y compris notamment dans un certain nombre de territoires ruraux ou périurbains, où la gauche a trahi, a déçu. Après qu'il y ait une vraie réflexion sur le récit républicain, et moi c'est pourquoi je crois qu'il faut ouvrir une nouvelle étape de conquête républicaine autour de la question écologique et climatique notamment. Bien sûr, elle se pose aussi. Tout ça ne s'exclut pas. Je partage pas les mêmes conclusions que vous sur le rapport de la gauche à la République et aux régaliens, mais ça c'est pas nouveau entre nous. Mais je crois qu'évidemment, il faut interroger tout ça aussi. Il ne faut pas rester monomaniaque, mais je pense que la question sociale et la trahison sociale de la gauche entre 2012 et 2017 était évidemment centrale pour expliquer le divorce. Céline Pina. En règle générale, quand vous avez une population d'électeurs qui décroche, soit elle-même ne se définit plus comme étant de gauche, or quand vous regardez la classe populaire, ses attentes, elles, n'ont pas bougé.
C'est toujours une quête effectivement de, j'allais dire, justice sociale. C'est une quête de sécurité, parce que la sécurité, c'est la première des libertés. C'est une attente sur l'éducation, en espérant que l'éducation permette de relancer l'ascenseur social, alors qu'aujourd'hui les inégalités explosent, et ça ne date pas de François Hollande. Cette explosion des inégalités, elle a été analysée, elle date d'il y a beaucoup plus longtemps que ça. Il y a une crise culturelle, c'est-à-dire d'un pays qui ne se retrouve pas, et à toutes ces questions-là, la gauche n'apporte aucune réponse. On a eu une gauche qui, à un moment donné, s'est détournée de cet électorat populaire, voire l'a méprisé, parce qu'elle trouvait qu'il votait mal, parce qu'elle ne comprenait plus quels étaient ses intérêts, et qui s'est sortie, ça a été théorisé d'ailleurs, c'était la fameuse note Terra Nova, qui dit à un moment donné, ce monde ouvrier, on n'a plus rien à lui proposer, qui se détache complètement des propositions sociales, et qui va aller vers une histoire de convergente des luttes, en disant, on va aujourd'hui devenir la gauche des minorités opprimées, en se faisant le défenseur, par exemple, des causes LGBT, des discriminations liées à l'immigration ou à la couleur de peau, mais sans montrer un chemin pour constituer une nouvelle société, uniquement en mettant en accusation les autres, en expliquant s'il y a du racisme, c'est la faute des Blancs, si les gays ne sont pas respectés, c'est parce que les gens sont d'affreux réactionnaires, etc. Donc on a cherché des coupables et on n'a pas lutté pour promouvoir l'égalité. On a choisi la discrimination pour pouvoir mettre en accusation toute une partie de la population, et on a oublié que pour dépasser toutes les questions de couleur de peau, de regard qu'on peut porter les uns sur les autres, c'est l'aspiration à l'égalité qui nous permet d'être plus grands. Elle a complètement abandonné ce discours-là, et aujourd'hui elle s'étonne quelque part de voir que l'électorat qui avait toujours voté pour elle se détourne et cherche d'autres débouchés. Justement, Terra Nova, ça a été un boulet pour la gauche, Benjamin Lucas, cette étude de Terra Nova, qui a quelques années maintenant, mais qui a 2012. Quand même... Oui, il y a une dizaine d'années. Bien sûr, mais il y a eu, je crois, un mouvement, moi je me reconnais pas du tout dans ce qui vient d'être dit, ça ne vous surprendra pas. Bien sûr, il y a eu, je pense, deux mouvements qui ont été dramatiques pour la gauche. Il y a effectivement le mouvement initié par Terra Nova, qui considère que finalement, dans un moment où l'abstention progresse, la question du vote des ouvriers, des salariés n'a plus beaucoup d'intérêt pour une partie de la gauche. Et puis il y a eu le même mouvement qui a été mené sur les questions régaliennes et républicaines, avec Manuel Valls notamment à Matignon, reprenant le discours, les thèses et les termes qui n'étaient pas ceux de la gauche. Justement, historiquement, pour moi, c'est pas la gauche qui a changé sur l'égalité, les discriminations. Pour moi, c'est une partie de ces dirigeants qui finalement s'est accoutumée sur le plan économique et sur le plan républicain au discours de la droite et de l'extrême droite. Élodie Mielzarek. Oui, mon regard va être forcément plus sémantique, c'est-à-dire sur les mots, parce que vous le savez, les mots ne sont pas que là pour décrire, ils construisent aussi notre rapport au monde. De ce point de vue-là, c'est très symptomatique de voir comment, à travers les mots qui sont employés par nos représentants politiques, chacun vient phagocyter le territoire sémantique de l'autre, c'est-à-dire que dans les mots mêmes qui sont utilisés, on ne sait plus faire la différence entre qui est de droite, qui est de gauche. Alors c'est vrai que vous rappeliez qu'il y avait un certain nombre de marqueurs, justice sociale, sécurité, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à le positionner à droite, mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que cela. Je vais citer les travaux d'un autre linguiste qui s'appelle Damon Mayafrey, qui s'est intéressé à analyser les discours d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron de gauche, jusqu'à ce que, il me semble, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse, je sais pas, le regard de Benjamin Lucas, parce qu'il sait où est-ce que je veux en venir. Justement, quand on regarde l'analyse des discours, et ce que Damon Mayafrey nous dit, c'est que donc lui, il a rentré dans une machine, un ordinateur, il a rentré plusieurs types de discours, donc des discours plutôt marqués à gauche, par exemple Jaurès, Blum, Marché, Mitterrand. Et puis des discours plutôt marqués à droite, de Poincaré à Chirac. Et donc la machine mouline... Par la question, Chirac était-il de droite? Voilà, Mitterrand aussi, on pourrait se poser la question. Bon, mais lui, il a choisi ça. Et la machine, elle mouline, et quand elle sort les résultats, qu'est-ce qu'elle dit? Et elle dit, avec Emmanuel Macron, on arrive toujours en gros à 60% de discours de droite et 40% à gauche. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que, justement, aujourd'hui, il y a une guerre qui est une guerre idéologique, mais il y a aussi une guerre des mots.
Et en définitive, on ne sait plus qui est qui appartient à qui. Et ça, c'est assez grave finalement aussi pour la vitalité démocratique. Je prendrai juste un dernier exemple qui a marqué l'actualité. Dernièrement, beaucoup se sont rendus sur la tombe du général de Gaulle. Et moi, j'ai été surprise de voir comment des représentants de gauche pouvaient même se revendiquer du gaullisme et confondre qu'est-ce que c'est que le gaullisme et avoir une posture gaulienne. Mais c'est toute la différence, parce que le gaullisme, c'est le suffixe isme, c'est comme le communisme, le capitalisme. On porte une idéologie, mais avoir une posture gaulienne, c'est très différent. On est sur du savoir-être. Comment est-ce qu'on peut faire des erreurs sémantiques à ce point-là? Mais en même temps, pour moi, du coup, c'est un régal. Mais ça permet juste de voir que on est dans un monde où tout est flou et les barrières sont complètement tombées. Benjamin Lucas, j'ai beaucoup aimé dans la phrase de Élodie Mielzarek. Emmanuel Macron est 60% de gauche, 40% de droite. Je vous laisse lui répondre. C'est l'inverse. Oui, mais ça prouve qu'il faut remettre, je crois, du sens dans les mots. Vous l'avez dit. Le problème de la gauche, c'est que pendant des années, et c'est notamment l'apport de gens comme Manuel Valls ou d'autres, la gauche a considéré qu'il fallait reprendre les thèmes et les termes portés par la droite, voire parfois même, on l'a vu sur la déchéance de nationalité, par l'extrême droite. Et ça crée de la confusion. Et quand on est sur les mots et sur les politiques, qu'on ne marque pas une différence réelle avec ce qu'est, je le disais tout à l'heure, la politique de l'adversaire, évidemment, on entretient du flou et évidemment, on entretient ce qu'est Emmanuel Macron. Il est le produit de ça. Emmanuel Macron, il n'est pas né politiquement en 2017 comme ça de rien. Il est venu par un gouvernement prétendument socialiste, aussi de cette confusion-là et de cette volonté finalement d'abolir les clivages. Et finalement, il a réussi ce qu'avait voulu faire François Hollande et Emmanuel Valls dans ce quinquennat, dans le quinquennat précédent. Donc c'est ça, à mon avis, vous avez raison, la bataille des mots, elle va être centrale aujourd'hui dans la reconstruction. Il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que la gauche aujourd'hui, celle qui a par exemple, il se trouve que c'est Benoît Hamon qui a porté les couleurs du PS à la dernière présidentielle, qu'aujourd'hui, que ce soit à la LFI, que ce soit chez vous, il y a un certain nombre de gens qui tiennent un discours qu'ils assument parfaitement. Là, c'est plus Manuel Valls qui parle, ça fait 5 ans qu'on l'entend plus, et que ce discours-là, non seulement ne perce pas, mais plus il est tenu par la gauche, plus elle perd des électeurs. Donc à un moment donné, elle peut aussi s'interroger sur le fait que son discours, qui est lié à une défense des ultra-minorités et à une mise en accusation de vous êtes obsédé par sans toutefois, sans tracer en fait. Vous parlez d'égalité. Non, vous ne portez aucune image de ce que pourrait être la société de demain, contrairement à ce qu'était Jaurès, à ce qu'était un certain nombre de personnes qui avaient une proposition sociale à faire. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Plus personne ne vote pour vous et plus personne ne vote sur vous, sur vos discours. On ne parle pas des discours des gens qui ne parlent plus. Benjamin Lucas court parce que Philippe Bilger, qui lui est très à gauche, veut aussi vous parler. Écoutez, d'un mot, je pense effectivement qu'il faut un nouveau récit, il faut un nouvel imaginaire à mettre en face de ce qu'est l'imaginaire réactionnaire de la droite ou de l'extrême droite, en face de l'imaginaire néolibéral d'Emmanuel Macron, et que pour moi, c'est la raison pour laquelle je m'attache à construire l'écologie politique. Je pense effectivement qu'il y a une nouvelle étape dans la construction républicaine autour de la question de l'écologie et de la société du partage. Vous dites qu'on n'a pas de cohérence, pas de vision, etc. Je crois que c'est pas vrai. Il y a évidemment, bien sûr, à la démontrer à nos concitoyens. Il faut que le débat public et le débat démocratique le permettent aussi. On voit comment il est saturé par les thèmes et les termes de l'extrême droite. Un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis en 2016 avec Trump. Quand un champ est saturé, c'est souvent parce qu'on n'est pas capable de donner des mots et des envies qui font qu'elles sont reprises par la population. Ça aussi, c'est une réalité. Philippe Bilger. Benjamin, moi j'aimerais vous laisser tranquille. Je vais vous faire moins penser, rassurez-vous. Je voudrais vous demander votre avis sur la phrase d'un ami que vous n'appréciez peut-être pas, Michel Onfray, qui a dit « Je considère que moi je suis de la vraie gauche et si je ne suis pas de gauche aujourd'hui, c'est qu'elle n'existe plus. » Est-ce que derrière la boutade, vous y voyez quelque chose de vrai? Devoir de philo, vous avez 4 heures, Benjamin Lucas. Non, je plaisante. Non, mais je le trouve très prétentieux, Michel Onfray. Mais vous voyez, c'est ça aussi qui participe de la confusion. C'est quand Michel Onfray, quand on écoute ce qu'il raconte, quand on lit ce qu'il écrit, et qu'il se dise de gauche après, c'est pas la gauche. C'est ni son histoire, ni ses valeurs, ni les aspirations aujourd'hui de celles et ceux qui partagent ses combats. Donc pourtant, beaucoup de gens de gauche pensent que vous ne l'êtes pas non plus. Comme quoi, à force de faire des anathèmes, elle se retourne aussi contre soi-même. Mais déjà, ne serait-ce que l'immense mépris que vous avez pour quelqu'un qui a une œuvre alors que vous n'avez pas fait grand-chose de votre vie,
parle déjà un petit peu quand même. Mais j'ai pas de mépris, j'ai pas dit de mépris pour Michel Onfray. J'ai le droit de pas être d'accord avec lui, de pas avoir envie de le commenter. Il peut tout à fait se dire de gauche sans qu'on lui enlève son vocable. Vous venez pendant 20 minutes de caricaturer la gauche, vous dites que j'ai rien fait de ma vie, je ne permets pas, et vous dites que j'ai du mépris. Vous êtes un peu caricatural et un peu obsédé par toujours les 2-3 mêmes questions. Chère Céline, ça serait bien qu'on puisse parler d'un certain nombre de choses. Ma chère Céline, vous avez brisé le fragile consensus que j'avais établi à la fin. Écoutez, consensus fragile, mais verdict. Merci Benjamin Lucas. Vous aimez Georges Brassens et vous aimez le saxophone ? Bien sûr. Vous restez avec nous parce que dans quelques instants, on va voir Fred Carato qui va jouer du saxo sur Sud Radio pour le spectacle Brassens à Bobino. C'est mardi prochain, dont Sud Radio est partenaire. Là, c'est pas du saxo, c'était le grand débat des vraies voix. La gauche peut-elle reconquérir les classes populaires? Vous êtes 92,7% à dire non. On se retrouve tout de suite avec Fred Carato et son saxo. D'ailleurs, ça rime.